Cette semaine au Balado, on fait une revue de l'année Libre Média en lien avec la liberté d'expression, les politiques au Canada, au Québec, en Europe et à l'international, sans oublier quelques réflexions sur la nouvelle réglementation des buttes de neige avec Jérôme Blanchet-Gravel. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie pour ce dernier épisode avant le congé des fêtes, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Et n'oubliez pas que l'ensemble des sujets traités dans le cadre de ce balado sont également disponibles en format écrit sur le site web de Libre Média, libre-media.com. Alors, Jérôme, on voulait faire une espèce de podcast un peu rétrospectif de l'année 2025. Il y a beaucoup de nouvelles. Ça a été un peu difficile à travers tout ce qui s'est passé de faire le tri. Mais à chaud comme ça, il y a une nouvelle qui est sortie ce matin. On enregistre le jeudi 18 décembre, c'est un ami de Libre Média, Christian Rioux, qui quitte le devoir après 30 ans de collaboration et qui s'est exprimé sur sa page Facebook. Là. Alors, qu'est-ce que tu penses un peu? Bon, il y a un article intitulé « Censure, Christian Rioux quitte le devoir », disponible sur Libre Média. Jérôme, tu as eu plusieurs entrevues. On a même fait une entrevue complète là, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Libre Média et même un reportage où est-ce qu'on s'était promené un peu dans les rues de Paris avec lui. Donc, c'est un bien ami de Libre Média. Alors, qu'est-ce que tu as pensé un peu là, de ce renvoi / départ / divorce de Christian Rioux et du journal Le Devoir? On s'y attendait un petit peu quand même. On sait, sans rentrer dans les détails personnels, que Christian Rioux c'était déjà quand même plein à l'interne, là, c'est-à-dire il avait déjà fait part de ses préoccupations quant à l'état de la liberté d'expression à l'intérieur du Devoir. Donc nous, on le savait parce que on le connaît que c'est quelque chose qui le travaillait. Là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Et justement, dans la dernière entrevue que j'ai faite avec lui à Paris, c'est quelque chose qu'on avait effleuré, là, sa relation avec le Devoir, mais évidemment, c'était très, très sensible d'aller là. Ça restait jusqu'à aujourd'hui son principal employeur. Donc, pour des raisons, évidemment, de conformisme idéologique, c'est quelque chose que moi, j'attendais, que d'autres anticipaient. C'est ce qu'on peut lire aujourd'hui, par exemple, chez des internautes qui vont dire « Ah, enfin, d'une certaine façon, il fallait bien que ça finisse par arriver. » Donc ça, c'est une réaction qu'on voit. Une autre réaction qu'on peut lire, c'est celle qui consiste à dire « c'était le seul que je lisais encore au Devoir » ou « c'est la seule personne qui faisait en sorte que j'achetais ou que je lisais encore le Devoir ». Ça, on l'a lu très souvent aussi. Donc, puis évidemment, le monde des médias, je trouve ça extrêmement déplorable. Pour lui, sur le plan personnel, je trouve ça épouvantable dans le sens de finir quand même sa carrière. Je ne sais pas si Christian Rioux va migrer vers un autre média. Il a quand même 74 ans, Christian Rioux, là. Il est né en 1951. Donc, peut-être que c'est véritablement sa dernière chronique parce que le texte qu'il a publié ce matin... Pardon. Le texte qu'il a publié ce matin est intitulé « Ma dernière chronique ». Hein, donc, on peut penser que c'est peut-être véritablement l'ultime. Donc, sur le plan personnel, je trouve ça vraiment désastreux. Mais sur le plan des médias, évidemment, ça confirme ce qu'on sait, c'est-à-dire l'état de la liberté d'expression dans le système médiatique traditionnel n'est pas bon. Comme il le dit lui-même, la liberté se porte mal. Donc, au Devoir, comme dans l'ensemble des médias traditionnels, Francis. C'est juste assez étrange là, parce que, on sait, les médias passent il y a une période de transition en ce moment, des nouveaux, du passage des anciens médias traditionnels, la télévision, tout ça, et un peu le climat politico-médiatico-subventionnaire qui l'accompagne, là, qui a porté une uniformité idéologique pendant plusieurs décennies, peut-être les 3 décennies qui est de la carrière de Christian Rioux.
Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que de voir à quel point aujourd'hui, les médias traditionnels, bon, on pense au Devoir, là, qui a quand même migré avec un site Internet, mais se détacher, disons, disons, pas de sa ligne éditoriale, mais disons des personnalités qui faisaient partie prenante. Là. C'est un peu les colonnes vertébrales. Là. On ne peut pas enlever un Christian Rioux du Devoir sans entacher l'image de marque. Comment est-ce que tu expliques que, disons, le Devoir en particulier soit prêt à faire le sacrifice un peu, je dirais, à ce compte-là, on pourrait changer pratiquement changer le nom même du média. Donc, qu'est-ce qui explique un peu, selon toi, disons, cette prise de risque là, vraiment téméraire en finissant une relation comme ça disons, plus de 3 décennies? Et il incarnait non seulement un journalisme exemplaire sur le plan de la rigueur, etc., mais il incarnait une vieille gauche aussi, en quelque sorte, c'est-à-dire la gauche d'avant le virage woke. Donc, une gauche qui était quand même assez légitime. On peut penser aussi un peu à Jean-François Lisée. Donc, une gauche économique, là, c'est-à-dire qui reste centrée d'abord et avant tout. Christian Rioux n'est peut-être plus tout à fait à gauche là, aujourd'hui, mais je pense justement dans la dernière entrevue qu'il m'a accordée, il le disait, lui se sentait encore en quelque sorte de gauche d'une certaine façon. Donc, on le sait que la gauche s'est désintéressée des enjeux nationaux, des identités nationales, etc., du moins en Occident. Donc, ça explique beaucoup de choses. Donc, un certain moment où la gauche a décidé de s'intéresser à ce qu'on appelle la diversité. Donc, Christian Rioux incarnait, c'est ça, c'est cette gauche qui était restée fidèle finalement à ses idéaux, du moins en bonne partie. Donc, c'est pas comme s'il était au départ de droite, là, c'est-à-dire il est resté lui-même et finalement, ça a donné ce que ça donne. Mais c'est peut-être la question de la liberté qui était un enjeu central, au sens où cette vieille gauche, elle aimait la liberté. Elle aimait la liberté d'expression, elle aimait le débat d'idées, elle aimait la liberté dans les arts, elle aimait la liberté en littérature, un peu briser les tabous, tandis que la nouvelle gauche, qu'on pourrait nommer d'autoritaire, elle est plus dans la morale, dans le conformisme, dans la volonté justement d'essayer de créer un monde parfait, là, où est-ce qu'on, dans un climat multipolaire, dans un climat même à l'intérieur même des nations de plus en plus diversifiées, on essaye un peu de calmer, de calmer les ardeurs et les possibilités de conflit, justement, en imposant un conformisme radical. Donc, cette gauche autoritaire-là, c'est un peu gauche autoritaire versus gauche, on pourrait dire libérale-libertaire, là, c'est un schisme qui est en train de se consommer, qu'on voit dans cette séparation entre le Devoir et Christian Rioux, selon toi? Oui, oui, très clairement. Donc, c'est effectivement une sorte de schisme à l'intérieur de la gauche. Donc, c'est comme si la gauche ne tolérait plus finalement son ancêtre, en quelque sorte, mais pas très lointain. Là. Son ancêtre, je vous disais, jusqu'aux années 80. En fait, c'est 1989, on le sait, là, à partir de là. Apparemment, la gauche embrasse ce qu'on appelait en sciences politiques la lutte pour la reconnaissance, enfin les luttes pour la reconnaissance, donc tout ce qui est la diversité. Mais pour te répondre sur le plan vraiment stratégique, je me mets dans la thèse, si tu veux, dans la peau de Brian Miles, et justement comment se rendre là et expliquer ça ensuite au public, à son lectorat. Je pense qu'il y a beaucoup d'abord des pressions internes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de journalistes et de jeunes journalistes qui étaient étrangers à qui était Christian Rioux, des gens qui sont arrivés peut-être dans les dernières années. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend, c'est-à-dire les pressions à l'intérieur même des rédactions. J'ai même entendu ça récemment pour le Journal de Montréal, c'est-à-dire que tu as beaucoup de jeunes journalistes et moins jeunes qui sont woke et qui ne tolèrent pas à l'intérieur même de leur propre institution des collègues. Et finalement, ça, c'est assez grave. Et j'ai l'impression que moi, ça l'a joué là, dans ce cas-là. Il faut dire que Christian Rioux était à Paris, donc il n'était pas non plus sur place dans les bureaux. Il y a beaucoup de télétravail aujourd'hui, puis je ne suis pas un spécialiste du fonctionnement du devoir, là. Mais j'ai l'impression aussi que c'est ça. On a comme comploté dans son dos à Christian Rioux, et il l'a dit sans tomber dans l'anecdote. Les fois où il revenait à Montréal et qu'il allait visiter les bureaux du devoir, il me semble qu'il m'avait parlé d'une certaine... c'est-à-dire, c'était assez froid, là, comme
comme Donc, il y en avait relation. beaucoup qui faisaient du télétravail ce jour-là. C'est ça, il recevait pas un accueil, disons, extrêmement chaleureux quand il redébarquait dans les bureaux du Devoir. Mais écoutez, puis l'autre chose, ben, c'est qu'on se demande vraiment, est-ce que ça paye, ça, un média, que de congédier des journalistes de talent? Moi, j'ai l'impression qu'on assiste à l'auto-suicide des médias traditionnels. C'est-à-dire, des fois, je me dis, ils font-tu exprès pour se couler eux-mêmes? Honnêtement, ils veulent pas faire de clics. Ils veulent pas traiter des sujets auxquels s'intéresse véritablement le public. Ils sont pas attentifs à l'appétit populaire pour des thèmes. Bon, la pandémie, ça a culminé, etc. Mais on dirait qu'ils font tout à leur possible pour ne pas durer et perdre de l'audience, finalement. Je suis certain que les statistiques de Christian Rioux étaient excellentes. Je suis certain qu'il y a encore, c'est ça, beaucoup de gens qui, on le sait, beaucoup de gens étaient abonnés au Devoir pour lui. Donc, sur le plan stratégique, économico-stratégique, ça ne s'explique pas. Ça s'explique, je pense, vraiment par l'idéologie et par, c'est ça, ce schisme qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire congédiement de la vieille gauche au profit de cette nouvelle gauche, du wokisme essentiellement, on va le dire très simplement. Donc, c'est la gauche autoritaire, finalement, qui a un problème de pureté, là, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas tolérer d'avoir sous le même journal, dans un même lieu, que des impuretés, finalement, des gens qui ne correspondent pas à la hauteur de la mission morale qu'ils se sont eux-mêmes octroyés. Rappelez-vous, hein, juste... je suis d'accord. Rappelez-vous, 2017, ça fait longtemps, hein, L'odeur du poisson, la chronique d'Aurélie Langto, hein, qui finalement sous-entendait que Christian Rioux, qui lui était au Devoir à ce moment-là, depuis 25 ans déjà, elle était là depuis 2 ans, et qui se permettait quand même de qualifier Christian Rioux à demi-mot de raciste. Donc, ça fait, on est en 2025, 2017, quand je vous dis, moi, je pense que ça fait au moins 10 ans que Christian Rioux songe à quitter, là, ou se demande. Il était conscient depuis longtemps que ses heures étaient comptées. Bien évidemment, aux principales intéressés qui peut-être nous écoutent, les pages de Libre Média sont bien sûr ouvertes pour Christian Rioux, qui pourrait éventuellement migrer vers la nouvelle génération des esprits et des médias libres. Libre Média est l'un de ceux-là. Et on lui souhaite bonne chance pour la suite et nous lui disons que les portes sont ouvertes bien grandes. Jérôme, justement, c'est un peu dans la même lignée, puisque un autre rapport, un autre article signé de ta plume sur Libre Média ou libre-media.com intitulé La labellisation des médias, nouvelle stratégie de contrôle de l'information. Alors, on va rester en France, puisque nous l'étions jusqu'à présent. Une idée refait surface sous le nom de labellisation des médias, c'est-à-dire une espèce d'étiquette là, où est-ce qu'on peut catégoriser les bons et les mauvais, et bons et mauvais journalistes et médias. Alors, selon toi, c'est encore une attaque à la liberté d'expression? Tout à fait. C'est un sujet que je voulais absolument qu'on traite à Libre Média, justement parce que oui, c'est un mécanisme qui menace directement la liberté de presse. Donc, essentiellement, la labellisation des médias, c'est deux choses. D'un côté, c'est un projet législatif, donc français, de l'administration Macron, qui vise effectivement à distinguer les bons des mauvais médias. Donc, un label, un peu comme si vous labellisez en France, on utilise beaucoup cet anglicisme. Donc, une étiquette, vraiment. Donc, c'est comme pour les vins bio, c'est-à-dire une appellation contrôlée, en quelque sorte, des médias. C'est absolument... c'est génial, mais c'est inquiétant. Donc, d'un côté, c'est un projet législatif qui n'a jamais été véritablement abandonné par l'administration Macron, et de l'autre, c'est déjà un processus en cours, c'est-à-dire c'est déjà une infrastructure qui tend à déjà de facto à invisibiliser certains médias, ou du moins à faire en sorte que certains médias soient déjà
plus découvrable. Là, on parle beaucoup de découvrabilité, pardon. Depuis, c'est un thème qui a été ramené aussi au PQ puis au Bloc québécois, je pense, pour les contenus québécois. Donc, d'un côté, un projet de loi concret et de l'autre, vraiment, c'est ça, déjà une série de mécanismes qui font partie déjà un peu de la législation européenne. Vous savez, en France, la France est intégrée à l'Union européenne comme pratiquement tous les pays européens aujourd'hui, ceux de l'Union européenne. Et donc, pour décoder tout ça, je me suis entraîné avec Claude Cholet, qui est l'observateur, le président, en fait, de l'Observatoire du journalisme en France. Et donc, il fait toute la généalogie, finalement, de ce mécanisme-là. Il revient au début, à la naissance. Jusqu'à l'Inquisition. Oui, c'est vraiment, on est dans cet esprit-là quand même, là. Donc, bon et mauvais médias. Donc, il s'agit finalement de récolter l'imprimature du pouvoir. Et c'est quand même très étonnant. Lui, il dit que l'un des précurseurs de cette labellisation, c'est le Décodex. Donc, c'est un système qui avait été lancé par le journal Le Monde et qui attribuait des couleurs aux médias. En fait, ça fait penser aux régions durant la COVID. Donc, la couleur verte pour les médias fiables, la couleur orange pour les médias incertains et évidemment la couleur rouge pour les médias dangereux. Et on peut imaginer que dans cette dynamique, le Monde lui-même avait une couleur verte. Oui, oui, c'est verte. Il bénéficiait effectivement. Le Monde, c'était le feu vert. Il y avait le feu vert des autorités. Et par exemple, Valeurs Actuelles, un magazine de droite en France bien connu, était évidemment au rouge. Rouge sang. Rouge sang, sans aucun doute. Donc, c'est un peu enfantin et un peu, là encore, la peinture à numéro. Donc, un système qui, c'est ça, pour mettre de l'avant les médias autorisés par le pouvoir, qui sont finalement proches des lignes officielles, et décrédibiliser finalement les médias qui sont perçus comme dangereux pour le discours finalement dominant. Là. Donc, les grands récits qu'on connaît. Donc, il fallait se pencher là-dessus. OK, mais est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette logique-là dès qu'on parle de subvention aux médias? Est-ce que la subvention aux médias par le gouvernement n'est-elle pas déjà, disons, viciée dans son principe même? Oui, mais c'est sûr, mais de plus en plus de médias refusent. Ils se font une fierté de refuser les subventions publiques. Libre Média appartient à ce jour à cette catégorie. Donc, à partir du moment où des médias refusent, en fait, les subventions, là, ça devient un peu plus difficile de déterminer à quel point les organismes subventionnaires sont neutres ou non, parce qu'ils n'ont pas, finalement, tout l'éventail de médias possibles. Mais c'est sûr que les subventions, il y a un dicton très connu, là, on ne mord pas la main qui nous nourrit. On le sait très bien, en particulier au Québec, que les subventions orientent de manière très claire les contenus parce qu'on veut faire plaisir au pouvoir pour récolter des subventions. Donc, c'est très, très simple. Donc, c'est vraiment à surveiller et ça fait... Ça nous fait réfléchir surtout sur ces mécanismes algorithmiques, etc., qui tentent déjà, enfin, on a oublié, mais qui tentent déjà à désavantager certains médias par rapport à d'autres. Surtout en France, au Canada, bon, il y a un rapport qui est sorti là, sur le contrôle du net, mais en France, j'ai l'impression que le contrôle algorithmique est quand même plus avancé. Nous-mêmes, on l'avait déjà constaté une fois, Francis, tu avais filmé des poubelles en feu, je pense, sur le bord Saint-Germain à Paris, et l'algorithme, on l'avait publié sur les réseaux sociaux, puis il était carrément bloqué. Là. Et ça nous arrive régulièrement dans un voyage à l'étranger, ou à Londres, par exemple, où la fameuse conférence avec Jordan Peterson semblait aussi défavoriser, en fait, sur une plan algorithmique là, sur YouTube. Bref, en tout cas, il y a toutes sortes d'exemples très concrets qu'on pourrait donner. Puis ça fait penser aussi à une fameuse expérience en Espagne que j'avais couverte aussi là, l'année dernière. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a voulu faire la même chose, là, c'est-à-dire il a carrément voulu distinguer, en fait, établir une liste des vrais médias. Là, vous êtes vrai, vous êtes faux, donc c'était pas bon contre mauvais, c'était vrai contre faux. Et bien sûr, tout ça cachait des intentions partisanes. Donc, écoutez, il y a quand même une offensive flair du pouvoir. Là. On est devant des gouvernements en Europe qui maintenant n'hésitent plus à dire nous allons créer finalement des étiquettes pour finalement autoriser des médias et autoriser
bannir en fait officieusement d'autres médias. Là. Donc, on s'en cache même plus. Donc, peut-être que Donald Trump a en partie raison quand il s'inquiète pour la démocratie en Europe, dans le fameux rapport stratégique de la Maison-Blanche sur la sécurité nationale qui a fait beaucoup parler. Donc, un sujet qui était crucial, qui a été ignoré encore une fois par les médias traditionnels au Québec, alors que pourtant, c'est quand même un sujet d'actualité en France, même sur les plateaux tous les jours. Là. Oui, on comprend aussi que c'est le régime actuel qui tente maintenant, manu militari digital, de maintenir son pouvoir parce qu'il se sent menacé, donc il essaie de se maintenir justement d'une manière, entre guillemets, positive en promouvant par différents mécanismes, là, en faisant la promotion de certains médias au détriment de d'autres par des subventions, oui, mais aussi en accordant à des entrevues à certains médias et à d'autres non, etc., etc. Et de l'autre côté, négativement, souvent peut-être en allant peut-être jusqu'à interdire. On peut penser à disons, l'espèce d'imbroglio qu'il y avait eu avec Rebel News au débat des chefs à Montréal, où est-ce que là, on essayait d'interdire la présence de Rebel News pour poser des questions. Et aussi en décourageant les plateformes, justement, de manière insidieuse, comme ça a pu être le cas avec l'administration Biden, là, qui avait mis beaucoup de pression sur Mark Zuckerberg durant la COVID pour pouvoir, et lui-même avait fait son mea culpa, on s'en rappelle, au podcast Joe Rogan, ça, c'est ses nouveaux amis de la UFC. Donc, on comprend un peu cette dynamique-là. Tes pronostics là, pour l'année qui vient, est-ce qu'on va encore avoir affaire à des... on va avoir ces deux tendances, là, la liberté d'expression maximaliste d'une part représentée par les États-Unis d'Amérique sous l'administration Trump, on va avoir les X de ce monde et tout ça. On a aussi Trump, on a vu cette semaine par son négociateur en chef avec le Canada, je crois, là, qui a mis de l'avant certaines priorité dans les négociations commerciales et qui a mis véritablement les enjeux des différentes taxes qui sont mises sur les services numériques au centre de cette négociation-là. Donc, peut-être que Meta, que le gouvernement et la loi Rodriguez, parce qu'on s'en rappelle pas, je pense que c'était Pablo Rodriguez qui avait finalement signé cette loi obligeant les plateformes médiatiques américaines d'être taxés afin de subventionner les médias amis du régime, on peut le penser. Donc, on a vu que ça peut éventuellement débloquer l'année prochaine dans les négociations. Donc, un retour des médias enfin sur Facebook, là, quelque chose même, on pourrait dire, presque chinois, là, au Corée du Nord, comme situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Là. Donc, c'est à suivre, mais selon toi, est-ce qui va prédominer l'année prochaine? Est-ce que ce seront les partis de la censure ou les partis de la liberté, selon toi? Très bonne question. Écoute, c'est ça, moi j'espère que ça va être les partis de la liberté. C'est sûr que la polarisation va quand même rester. Au Canada, c'est notre naïveté, moi, qui me surprend, c'est-à-dire pour... comment dire, si on veut libéraliser un peu l'information, il va falloir qu'on soit conscient un peu quand même des lignes éditoriales. J'ai l'impression qu'au Canada, on ne sait même plus c'est quoi une ligne éditoriale. Je réfère par exemple aux commentaires de Guy Lepage qui récemment, tout le monde en parle, a dit que Radio-Canada était tout à fait neutre et objective, que son statut garantissait la liberté d'expression de tous ses journalistes. Et la question, c'est pas grave de ne pas avoir sa ligne éditoriale. C'est-à-dire que tous les médias ont une ligne éditoriale, mais de prétendre aussi naïvement, et j'espère qu'il ne pense pas ce qu'il dit vraiment, parce que ça traduit un niveau de naïveté qui est absolument incroyable. Et même chose pour l'entrevue de Patrice Roy avec M. Bocoté à Paris, où M. Roy déplore le fait que, en fait, se félicite du fait qu'au Canada, il n'y a pas de médias non neutres, comme pas Fox News, mais CNN, ou en tout cas, il en cite un grand média américain. Et Patrice Roy qui, finalement, trahit une naïveté absolument déconcertante. Là. C'est-à-dire penser qu'au Canada, on a des médias neutres par rapport aux États-Unis qui auraient des médias super partisans, ou par rapport à la France qui aurait ses médias d'extrême droite, etc. C'est vraiment incroyable. Donc, on est encore dans notre bulle.
Donc, comment dire? C'est-à-dire pour Parce que... qu'ils ne voient pas qu'ils représentent un côté de l'histoire, au sens où, pour eux, puisqu'ils ne reçoivent pas d'injonction ou de commande directe d'un personnage politique ou de quelque chose, ils ne se rendent pas compte des forces, entre guillemets, structurelles qui entourent et du fait même qu'eux-mêmes font partie des leaders du mouvement et de leur propre perspective. Donc, le simple fait de ne pas recevoir de commande, pour eux, c'est le gage de neutralité. C'est un peu, justement, c'est un peu naïf, mais naïf par rapport à eux-mêmes. Ah oui, non, écoute, c'est rose bonbon, ce truc-là. Donc, comment dire? C'est-à-dire pour que les forces en faveur de la liberté d'expression puissent gagner au Canada, il va falloir que d'un côté comme de l'autre, il y ait une prise de conscience. Là. On n'est pas encore rendu là. C'est-à-dire, pour politiser l'affaire, il faut d'abord que l'information se rende aux gens. Et je pense qu'on est encore, nous, à la première étape. Ensuite, ce dont je suis certain, par contre, Francis, c'est que l'information va continuer. Sa transmission a déjà changé. C'est-à-dire, les revenus publicitaires vont continuer à migrer vers les plateformes indépendantes. Le modèle institutionnel des médias traditionnels, le modèle tout court s'est effondré. Donc, il n'y a pas d'avenir, en fait, là, sur le plan économique, à part les subventions pour les médias traditionnels. Donc, 2026, ça va être quand même la poursuite de l'effondrement tranquille des immenses plateformes, des monstres bureaucratiques. Il n'y a aucune agilité. Tu sais, un papier, tu veux publier un article, il faut que tu passes par 3 paliers, trois pupitres, trois bureaux, etc. Donc, c'est une machine aussi bureaucratique qui n'est plus assez compatible, en fait, avec la vitesse aussi avec laquelle circule l'information aujourd'hui. Donc, non seulement économiquement, les gens ne regardent plus de façon la télé traditionnelle, etc., mais c'est ça, dans l'exécution même des tâches, ça va plus assez vite, ce n'est plus adéquat, ça prend 3 personnes pour faire une personne et tout ça doit être validé, tamponné, donc c'est dépassé. Donc ça, c'est sûr, en 2026, donc si le régime, comme tu le dis des fois, en privé veut survivre, il va falloir qu'il s'adapte là, véritablement. Est-ce qu'il est capable de s'adapter? C'est-à-dire, un des plus beaux cadeaux que la gauche a fait à la droite, entre guillemets, c'est d'avoir forcé la droite à se débrouiller. C'est-à-dire, à partir du moment où vous censurez un camp, ce camp-là doit se démerder. Il doit être créatif. Et la droite a dû être créative, donc elle a dû inventer des nouveaux moyens de communication, créer des podcasts, des nouvelles plateformes, être active sur les réseaux sociaux. Et là, la gauche, qui, elle, a été très pantouflarde, qui s'est assise sur ses lauriers, puis nous, on compte sur le système de toute façon, on a ça derrière nous, des gros salaires, un grand nombre d'employés. On est l'armée, finalement. Et là, tu te rends compte que non, des gens qui mènent la guérilla sont plus forts que toi. Et c'est arrivé dans l'histoire, finalement, que des guérillas, on le sait, des gens qui ont pris le maquis, puis là, je ne vais pas faire de comparaison trop guerrière, parce que, bon, évidemment, on prône une forme de violence, mais vous comprenez l'image, c'est-à-dire la droite, en fait, ceux qui voulaient s'exprimer librement et qui ne pouvaient plus le faire, ont dû se réinventer dans la transmission de l'information et c'est eux qui ont été les plus créatifs. Donc, la gauche institutionnelle n'est plus équipée finalement pour faire face à ces novateurs de l'info. Là. C'est ça, c'est son propre embourgeoisement qui l'a rendu, disons, très paresseuse dans l'innovation, ce qui la rend aujourd'hui absolument dépassée par les événements, ce qui fait en sorte que plus personne les écoute. Et finalement, c'est un cercle vicieux, là. Ils sont rendus à l'arme de la censure et de nuire à leurs compétiteurs plutôt que d'essayer de se reformuler. Quoique, je pourrais poser un exemple, par exemple, de ce qui, selon moi, est une volonté du régime de se perpétuer dans ce nouveau modèle qui s'en vient. Par exemple, qu'est-ce que tu penses des petites néo-journalistes un peu juvéniles à l'explique qui essaient de, justement, mousser un peu cette nouveauté, mais où est-ce qu'on voit que c'est main dans la main, non seulement avec le régime de ce qu'on appelle le Québec Inc., même si dans sa version Investissement Québec ne rapporte que 1,4% sur 10 ans, ce qui est véritablement médiocre comme performance, ou d'autre part, on pourrait penser justement à cette volonté de se faire ami avec
les politiciens. Donc, on est toujours dans la gamique du porte-voix des pouvoirs en puissance. Je pensais à cette vidéo, justement, encore de cette nouvelle... et justement, elle explique encore qui, pour célébrer son 1 an, je crois, avait fait une vidéo où est-ce que là, il y avait des politiciens marchands d'une part, mairesse de Montréal, ci et ça, qui lui souhaitaient recevoir des félicitations de politiciens. Pour moi, c'est le gage d'un conformisme. Et donc, c'est le régime qui se perpétue et qui essaie de trouver un nouveau visage et finalement se faufiler dans ce nouvel environnement qui est en train de croître. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que pour finir avec cet exemple concret, on voit même des journalistes de l'ancien régime, notamment Hélène Buzetti, par exemple, qui se désolait du fait que cette jeune, collègue allait recevoir non pas des subventions comme elle reçoit lorsqu'elle va à Radio-Canada, mais des commandites d'entreprises. Pour moi, le problème ne se situe pas justement dans le fait de recevoir des commandites d'une entreprise. Tous les médias font ça par des publicités et tout ça. Donc, le problème, c'est juste pas, pour moi, il est plus aux côtés du financement public, où est-ce que là, on est dépositaire de l'argent des gouvernements. Mm-hmm. Donc, mais je pense que dans son cas, elle reçoit des deux côtés de la médaille. Donc, on voit vraiment que c'est le régime de l'ancien et du nouveau monde qui essaie de se faufiler. Mais comment est-ce que tu vois un peu là, ces nouveaux médias, entre guillemets, là, ou personnalités, et même que je pourrais t'inclure un peu là-dedans parce qu'on le sait, Libre Média comme tel est bloqué sur Facebook, mais ta page personnelle et un peu ton commentariat que tu fais explose lui aussi. Donc, on voit peut-être que les plateformes comme Facebook essaient de, disons, nourrir davantage les personnalités plutôt que les médias corporatifs. Comment est-ce que tu vois un peu tout cet environnement-là, puis comme ton positionnement par rapport à ce débat qu'on a vu un peu durant les 2 dernières semaines sur ces, entre guillemets, nouveaux journalistes du nouvel environnement médiatique? C'est un très bon point. Ben, d'abord, en 2026, on va s'attendre à voir émerger d'autres figures comparables à l'Explique. Donc, c'est vrai que le régime va se tourner vers des alternatives plus souples, en fait, pour continuer à diffuser son message. Donc, elle a compris que c'est ça, le monstre médiatique n'était plus d'actualité. Et que le fait de ne plus être lié à un média concret n'empêchait pas de recevoir des subventions. Ouais, de Patrimoine Canada aussi. Là, personnalisation. on voit aussi que le régime subventionnaire est en train de dépasser ses canaux traditionnels. Mm-hmm. Il y a toutes sortes aussi à l'intérieur même des grandes plateformes, des expériences là, ou disons des sous-marques, comme par exemple, on peut penser à RAD de Radio-Canada, c'est-à-dire où là, on va jouer au podcast jeune. Donc, on va emprunter l'esthétique. Et là, je ne sais pas si tu as vu, Francis, tout le monde s'est mis un micro d'en face récemment, même à la télévision. Et personne ne peut parler sans micro. Même nous, on est déjà un peu dépassés aux grandes entrevues parce qu'on était sans micro. Va-tu falloir que je me mette un micro d'en face aux grandes entrevues? Tellement le podcast domine dans son esthétique. Je pense que c'est même Sophie Durocher à TVA qui a un micro dans le visage. Donc, il faut comme être dans un fauteuil avec un micro de radio. Sinon, on est comme hors du temps. Bon, il y a quelque chose d'un peu exagéré dans tout ça. Nous, bon, on n'est évidemment pas contre le podcast, on en fait, là. Mais c'est quand même pour dire l'influence. Quand ça, c'est vraiment l'influence directe là, des médias traditionnels, alternatifs sur les médias traditionnels. Quand ils doivent emprunter leur esthétique jusqu'au style podcast, à la télévision, à 20h. C'est assez impressionnant, c'est très révélateur. L'autre chose que tu relèves, c'est aussi très intéressant aussi, la personnalisation des médias. Donc, les médias qui deviennent une sorte les gens qui ont une espèce d'homme-orchestre ou enfin une personnalité, une figure de proue qui est le média. Alors, en France, on en a aussi un type qui s'appelle, je pense, Hugo Décrypte, c'est ça, qui est très, très connu, qui a interviewé récemment, je pense, Leonardo DiCaprio là, ou Rob Schneider, je ne sais plus exactement, pour un film. Là. Donc, il y a effectivement des gens qui émergent comme ça. Moi, je crois encore, par contre, je sais que JBG est peut-être une marque entre guillemets, mais moi, je crois encore en l'équipe. Là. Je pense qu'il faut viser un modèle hybride, là. C'est-à-dire la grande plateforme monstrueuse, lourde, inefficace, j'y crois pas, mais je crois pas non plus je crois que des personnalités peuvent émerger, elles. Mais nous, l'information qu'on veut créer,
qu'on crée déjà a besoin quand même de plus qu'une personne. Là. C'est-à-dire, parce que quand même, il y a des choses qui me demandent des vérifications, bon, sans jouer aux fact-checkers, là, mais je veux dire, il y a une envergure en tout cas, à nous, sans prétention à ce qu'on fait qui nécessite plusieurs personnes. Après, ça ne veut pas dire que des gens, comme elle explique, n'ont pas des gens dans l'ombre là, qui vont évidemment travailler à aller chercher des commanditaires, des subventions, etc. Donc, mais ça, c'est une tendance forte, effectivement, cette personnalisation des médias. Je n'avais pas pensé. Est-ce que les algorithmes, c'est une bonne hypothèse, favorisent, a compris que c'était maintenant des personnalités qui menaient le bal dans les médias? C'est possible parce que ce sont des plateformes toujours assez à l'avant-garde, très sensibles. On pensait même Facebook décédé il y a quelques années. Les gens me disaient Facebook, non, utilise plus ça, c'est mort. Je ne sais pas si tu l'as fait dire aussi, Francis. Puis finalement, écoutez, moi, j'ai des vidéos à visionner à 200 000 sur Facebook où je marche dans la rue, finalement. Là, c'est pas très Mais il y a élaboré. peut-être Là. un Les gens phénomène ont l'air aussi d'aimer ça. de transfert compensatoire, là, justement, à cause du blocage des médias sur Facebook au Canada. Est-ce on voit la même, au niveau, disons, mondial, Ah un ouais. peu la même démarche un peu partout? Ça, c'est aussi une autre question auquel on pourra s'attarder et rester attentif dans la prochaine année. Bon, on invite nos auditeurs à aller voir un peu l'ensemble de ces reportages qui parlent de la liberté d'expression. Il y en a eu énormément durant cette année et on va continuer à en parler l'année prochaine, mon cher Jérôme. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on est toujours ensemble, Jérôme, pour ce dernier épisode avant la vacance de Noël, qui va permettre quand même à nos auditeurs de pouvoir écouter en format audio, en podcast, et nous allons laisser, ou disons débarrer, entre guillemets, la vidéo de la conférence que nous avions fait l'année dernière avec plusieurs intervenants, dont toi-même, qui avait eu lieu à Laval, dans la grande région de Montréal, avec Alexis Poulain, il y avait eu Yann Sénéchal, Nicolas Vidal, et toi-même, vous étiez prononcé pendant Alexandra Lavoie. de nombreuses, presque 3 heures là, sur la liberté d'expression et tout ça. Donc, ça va être disponible pour tout le monde durant les vacances. Vous pourrez écouter ça sur le balado en format audio, mais surtout sur YouTube pour voir les belles images de cette journée là, qui avait été mémorable. Et donc, vraiment, Libre Média, ce n'est pas seulement de l'écrit, de l'audio, du vidéo, mais aussi du présentiel. Nous, on fait beaucoup d'événements comme ceux-là. Et même la plus récente conférence qui a eu lieu au mois de novembre. On rappelle que la deuxième partie, pour ceux qui ont bien aimé la première partie, la deuxième partie est toujours réservée aux abonnés. Alors, abonnez-vous pour pouvoir accéder à cette deuxième partie qui est tout aussi intéressante du point de vue des opinions et un peu de comment connaître l'environnement de la liberté d'expression, là, de l'économie, de l'État-providence et tout ça. Là, beaucoup de sujets qui sont sur lesquels nos panélistes se sont prononcés. Il y avait beaucoup d'humour, les gens riaient, donc ça vaut la peine. Allez voir cela et abonnez-vous au libre-media.com. Un autre article qui a été publié par Rémi Tel dans la section internationale, un article intitulé « Stratégie de sécurité aux États-Unis, Trump inquiet pour la démocratie en Europe ». Alors, si on est habitué à lire, comme on le disait, les médias traditionnels, c'est nous qui nous inquiétons de la démocratie aux États-Unis, mais si on se déplace aux États-Unis, là, c'est plutôt les États-Unis qui s'inquiètent de la chute de la démocratie et des différentes institutions qui la protègent là, un peu partout en Europe. On peut penser à ces différentes commissions européennes et de juges, de ci, de ça, qui viennent restreindre un peu, disons, l'exercice de la liberté tel qu'elle s'était exercée depuis 40 ans. Donc, parle-nous un peu là, comment est-ce que Rémi Tel et toi-même voyez-vous un peu ce jugement négatif des États-Unis sur l'Europe? Oui, c'est assez incroyable. Et c'est dans la continuité justement de la conférence de Munich là, où J.D. Vance avait vraiment critiqué les orientations de l'Europe là, en matière de liberté d'expression, mais aussi d'identité. C'est vraiment, écoutez, c'est un truc, c'est très sévère, là, le document publié par la Maison-Blanche le 4 décembre. Ça valait la peine qu'on s'y intéresse. Donc, Rémi Tel, qui est notre correspondant toujours en France, ça publie une grande analyse finalement
de ce que ça veut dire, la signification de ce changement de cap quand même de la politique étrangère américaine. Bon, sous Biden, on le sait, c'était complètement différent. Donc, des États-Unis beaucoup plus europhiles. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, c'est un peu finalement la concrétisation de la thèse de Bock-Côté dans son dernier livre intitulé Les deux Occidents. Donc, finalement, cet Occident scindé en deux, entre d'une part l'Amérique de Trump et de l'autre, cette Europe progressiste. Donc, ça serait le nouveau mur, finalement, de Berlin. Là. Bon, c'est un peu l'image qu'utilise Bock-Côté. Donc, effectivement, Bock-Côté a dû voir ça, disons, pas d'un bon œil parce que disons, c'est une fracture profonde, là. Mais disons, effectivement, comme d'un élément qui allait directement dans le sens de sa thèse. Donc, c'est assez étonnant. Donc, c'est ça. Les États-Unis d'Amérique qui, finalement, sous Trump, doutent carrément de la santé de la démocratie en Europe. Là. On est carrément là. Les extraits sont assez révélateurs, assez sévères. Donc, on parle carrément de dirigeants qui vont détourner, par exemple, donc la subversion des processus démocratiques par ces gouvernements. Donc là, on nomme pas nécessairement, par exemple, le gouvernement français, le gouvernement anglais. On peut penser que ce sont parmi les moins libéraux, en quelque sorte, là, même si on parle beaucoup de... On peut penser à la Roumanie là, qui s'est vue annuler ses propres élections. Il y a eu donc, ça, on l'a couvert aussi. Tu vois, un autre bon sujet qui a été couvert en 2025 par LM. Mais c'est très important que les auditeurs prennent conscience de cette fracture qui est très nette. Et qu'est-ce qu'elle annonce pour 2026? Bonne question. Évidemment, il y a l'Ukraine dans tout ça parce que les États-Unis accusent de Trump. Les États-Unis de Trump toujours parce qu'il s'agirait quand même seulement que les démocrates retournent au pouvoir pour finalement, retrouver l'alignement précédent, mais on peut penser aussi au basculement à droite de l'Europe qui pourrait créer un nouvel alignement aussi. Aussi. Donc, c'est sûr, c'est une thèse, bon, sans parler du livre de Bock-Côté, c'est une thèse qui pourrait être temporaire. Là. C'est-à-dire, il suffit effectivement que les États-Unis reviennent démocrates ou que l'Europe penche à droite beaucoup pour que finalement l'Occident se réunifie en quelque sorte sur le plan idéologique. Donc, Trump qui accuse, disons Trump parce qu'on sait que c'est quand même lui qui est à l'origine des orientations du document, là, surtout, qui quand même aussi accuse de bellicisme aussi les dirigeants européens. Donc, on accuse l'Europe de ne pas vouloir terminer la guerre avec l'Ukraine. On parle d'un document aussi qui serait pro-russe. Ça, honnêtement, je ne suis pas convaincu dans le sens où on parle toujours de la Russie par rapport à l'Ukraine, mais on ne parle jamais de la Russie, par exemple, par rapport aux Amériques. C'est-à-dire, récemment, Francis, ça a été très curieux et amusant d'entendre toutes sortes de commentateurs extrêmement hostiles à la Russie et à Trump, finalement défendre à demi-mot le régime de Maduro au Venezuela. Maduro, avec le président de Cuba, c'est le seul allié véritable de Poutine dans les Amériques. Donc, on se retrouve avec des chroniqueurs qui détestent Poutine, qui détestent Trump, mais qui, finalement, défendent le régime de Maduro au Venezuela dans les Amériques. C'est une contradiction qui est incroyable. Je ne pense pas que les intérêts des États-Unis convergent avec ceux de la Russie. Peut-être dans le cas de l'Ukraine, mais ça reste assez circonscrit. Là, c'est-à-dire, les intérêts de la Russie et des États-Unis, ça dépasse largement l'Ukraine dans le monde, on le sait. Là. Et le véritable affrontement en Amérique, c'est entre la Chine et les États-Unis. Donc, enfin, bref, il y a beaucoup de choses. Donc ça a été beaucoup dit. Que les États-Unis ne définissaient plus la Russie comme l'ennemi numéro un, finalement, les États-Unis. Donc ça l'a beaucoup choqué les dirigeants européens. L'autre sujet central, quand même, l'immigration. Hein, donc le sujet de l'immigration, les États-Unis de Trump qui considèrent carrément que l'Europe est en train de perdre une bonne partie de son identité face dans cet accueil, finalement, de millions de gens d'origine étrangère. Donc, disons que c'est quand même... ça se corse. Hein? On peut voir quand même qu'en tout cas, il y a de l'action. Et donc, les grands médias, évidemment, européens ont capoté, comme on dit. Donc, Le Monde, El País, tout ça. Tout le monde a réagi extrêmement négativement. On y voit du fascisme, etc., la tentation totalitaire, impérialiste, peut-être des États-Unis. Mais derrière tout ça, malheureusement, c'est triste, quand même le déclin de l'Europe. C'est quand même un... Tu sais, nous, l'Europe, on voit ça gros parce que, on est attaché. C'est l'endroit où il y a nos mères patries, c'est-à-dire à nous, personnes, nous, Américains au sens large, là.
On a même appris qu'en Argentine récemment, il y avait des gens qui considéraient que l'Italie était leur mère patrie là-bas. C'est intéressant. Ça va être agréable, ce séjour-là. Donc, nous, on voit ça gros l'Europe, mais force est de constater que ce n'est évidemment plus un bloc. Je veux dire, c'est pas une. Même l'Union européenne, même la fédération n'est plus une superpuissance. Donc, elle est un peu prise en sandwich, finalement, entre l'Eurasie, en quelque sorte, et l'Amérique. Et ça, c'est un peu son drame. Donc, elle essaie de réagir, elle vivote, finalement. Beaucoup de choses sont vidées de grandes transformations. Puis c'est tout ça dans un climat, on pourrait penser à la France, où il y a véritablement une crise de représentativité, une crise économique, il n'y a pas de budget, pas de gouvernement, des premiers ministres qui tombent les uns après les autres. Et d'autre part, on se permet de faire la leçon de démocratie. Il y a une espèce de... C'est tout l'État, un peu l'État-providence éparpillé qui préfère s'occuper de grandes théories presque métapolitiques, là, au sens où c'est le grand récit dans lequel on essaie de s'inscrire malgré disons, le non-alignement des événements. Comment est-ce qu'on peut justifier ça, là? Est-ce que c'est, disons, soutenable dans le réel, là, si on prend les discours de l'Europe et on compare avec sa réalité, on peut se dire, bon, finalement, c'est un caniche qui jappe, là. Ouais, puis il y a eu la pandémie aussi, c'est-à-dire cette prétention, effectivement, à incarner à être l'avant-garde, encore une fois, du monde libéral dans le monde, ce qu'on appelait le monde libre jusqu'à vraiment l'effondrement du mur de Berlin. Donc, cette prétention à être la crème du monde libre, depuis la pandémie, depuis le resserrement, justement, des contrôles étatiques autour d'Internet, il y a une sorte de latino-américanisation de la France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires de corruption quand même en France qui dénotent un niveau quand même de collusion très, très élevé. Là. Même Un président en prison. des présidents en prison, c'est très polarisé. Bon, et une presse qui est souvent assez alignée finalement envers un ou l'autre camp. Sarkozy qui s'est quand même comparé récemment à Edmond Dantès, qui a été comparé à Edmond Dantès dans la presse, et ensuite à Dreyfus. Écoutez, là, c'est gros pas mal. Là. Comment dire? Donc, oui, des trésors volés en plein jour au Louvre, là, ça fait pas société non plus du G7, là, disons. Donc, non, et tu as raison, c'est-à-dire cette prétention morale, c'est-à-dire il faut prêcher par l'exemple pour avoir ces prétentions morales et actuellement, les pays de l'Union européenne ne prêchent pas beaucoup par l'exemple quant à la préservation des libertés, de la souveraineté. La souveraineté du peuple a été bafouée 1000 fois. On sait, par exemple, que les Français avaient voté non au référendum sur l'Europe. Et c'est Sarkozy, justement, qui a forcé, malgré tout, la signature du traité. Donc, on ne respecte plus vraiment les souverainetés, les accords de libre-échange qui, bon, moi, je suis plutôt libre-échangiste économiquement, mais souvent, c'est sans consulter les populations à bien des égards. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui a demandé aux Français s'ils voulaient recevoir 3 millions d'Algériens en 30 ans. Ça n'a jamais été demandé. On ne consulte plus. On consulte les gens maintenant pour des banalités. C'est ça le génie, en quelque sorte, du pouvoir actuellement. C'est-à-dire, vous, concentrez-vous sur vos microbes. On va vous parler de la grippe, on va vous parler de l'influenza, on va vous parler du virus. Tout ce qui détourne de votre attention, finalement, des véritables enjeux là, géopolitiques, géostratégiques, c'est vraiment ce qui pèse sur vous économiquement, là, ce qui va faire en sorte que votre argent vaut moins. Mais non, pensez que vous devriez recevoir un vaccin contre la grippe. Même récemment, en France, Francis, les articles qu'on a vus, écoutez, là, sur... la France a égalé le Québec en termes de propagande médiatique. Écoutez, sur TF1 récemment, on disait manger du fromage le soir pourrait provoquer des cauchemars, selon une étude. Donc, les médias traditionnels français s'attaquent à une industrie française, au terroir. Écoutez, là, quand on dissuade en France des gens de manger du fromage et qu'on leur fait peur, dans un style, vraiment, on s'est inspiré des médias québécois à ce niveau-là. Ou bien on partage, on est vraiment des cousins, finalement. Un autre article incroyable, TF1 l'a publié le 7 décembre. Bon, TF1, c'est une chaîne de télé. Donc, le risque démarre dès la première goutte. Non, boire un verre de vin par jour n'est pas bon pour la santé. La pauvre France, dans l'industrie viticole, va très mal actuellement. Les gens ne boivent plus assez de vin en France. Donc, une industrie qui est en très mauvais état actuellement. En tout cas, une partie du monde viticole. Et donc, on veut dissuader les Français
de maintenir leur propre art de vivre. On s'attaque aux traditions, c'est grave. Donc, la guerre à Noël, ça existe aussi en France. C'est très, très grave. Mais pour revenir sur justement ce détournement d'attention, je pense que c'est une des analyses qui est souvent mise de côté, mais on a l'impression, en tout cas, que les gouvernements essaient justement de cacher la dilution de l'autorité et de leur souveraineté derrière des discours, disons, anti-Trump, par exemple. C'est-à-dire, je donne des exemples. Les UK... le Royaume-Uni de Keir Starmer, la France d'Emmanuel Macron, d'un côté, se présente comme le nouveau modèle de l'Occident, comme étant défenseur justement des libertés par la contrainte, et d'une part, donc, se mettent en porte-à-faux par rapport disons, à la vision, on pourrait dire, plus de l'Amérique de Donald Trump. Mais en même temps, ils vont donner des contrats militaires à des grandes entreprises américaines. Justement, ça fait scandale un peu cette semaine. On peut penser à l'entreprise Palantir, qui est une grande, disons, logiciel ultra puissant de gestion de données utilisant l'intelligence artificielle, qui est d'une certaine façon devenue un peu de facto la plateforme sur laquelle l'OTAN, les Royaumes-Unis, maintenant le DGSI remplit encore 3 ans de contrat avec le logiciel Palantir. Et donc, est-ce qu'on n'est pas, d'une part, en train d'essayer de préserver une image de souveraineté par la vertu, c'est-à-dire que quand on n'a plus de pouvoir, la seule chose qui peut nous donner une conscience de soi-même ou disons une estime de soi, c'est justement la vertu, la prétention à la supériorité morale. Mais dans les faits, lorsque Trump regarde la réalité, même chose au Canada avec Mark Carney qui achète des missiles, qui achète des armes américaines d'une part et prétend être le chevalier de la souveraineté canadienne d'autre part. Donc, on voit comment le pragmatique Trump a quand même un versant idéologique, mais le pragmatique Trump finit toujours par gagner devant les plus faibles que sont devenus l'Europe, le Canada. Est-ce que tu crois que c'est concerté et voulu un peu ce discours un peu anti-Trump pour cacher finalement une soumission totale? Oui, ça se peut. Dans le cas du Canada, je pense que c'est très clair. Je connais quand même un peu moins les dessous en Europe. Bien qu'on sait, là, c'est rendu presque cliché de dire que l'Europe est le vassal des États-Unis. Là, ça a été dit 1000 fois dans les médias français. Les moins atlantistes d'entre eux, comme on dit là-bas, déplorent ça depuis longtemps. Donc, c'est fort possible. Au Canada, c'est très clair. C'est-à-dire, et je persiste à le dire, on ne sait toujours pas ce que fait vraiment Mark Carney. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment idée de la nature des négociations qu'il est censé mener à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'il laisse vraiment couler? Qu'est-ce qu'il fait couler dans les médias? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il donne comme information aux médias? Je pense que c'est très partiel. Donc, oui, vraiment, on est beaucoup dans le double discours. C'est très clair, oui. Donc, un aveu finalement de faiblesse par rapport à une situation qui nous dépasse complètement. Et c'est très politicien, c'est-à-dire une opération de communication pour camoufler finalement quelque chose qui nous fait mal paraître. C'est très, très, très classique, là. Donc, la CAQ aussi, à petite échelle, a fait ça souvent, donc faire diversion. Mais oui, Trump, c'est vraiment quand même le pragmatisme, disons, là, sous stéroïde, là, quand même. C'est quand même impressionnant. Ce type-là, quand même, une force incroyable. Reste que, vous êtes d'accord ou pas, Donald Trump, il est fort. Écoutez, là, nous, nos vieux, qu'est-ce qu'ils font à cet âge-là? Je veux pas être méchant, non, mais il a 79 ans, Donald Trump. Là. Comprenez-vous que c'est une force de nature, ce gars-là? Là? Que ce type-là est vraiment costaud. Là. C'est quand même quelqu'un. Là. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style de communication, bagarreur, parfois vulgaire, etc., c'est historique. On vit un moment historique avec Donald Trump. Et peut-être, je ne sais pas, est-ce que les États-Unis avaient besoin de ça? Est-ce certains disent que c'est finalement ce qui va couler des États-Unis.
Mais à l'échelle des Amériques, quand même, pour suivre beaucoup ce qui se passe, je vous dirais que c'était quand même temps qu'un président américain, quel qu'il soit, là, démocrate ou républicain, comprenne que la Chine prend étend son influence beaucoup dans les Amériques. Je pense que le Venezuela, ça choque beaucoup les gens. On y voit vraiment un impérialisme là, très classique, là, les États-Unis avec la doctrine Monroe, mais c'est quand même plus complexe que ça. C'est-à-dire quand même bien qu'il y ait du pétrole au Venezuela, il y en a. C'est sûr que les États-Unis ont toujours un peu joué cette carte-là, là, s'approprier du pétrole, mais c'est-à-dire je ne suis pas sûr que les Canadiens seraient plus heureux avec une des Amériques en partie sous l'emprise de la Chine. Là. Je pense que ce qui joue actuellement, c'est quand même c'est crucial, c'est déterminant. Et oui, les Chinois sont en train de creuser des canaux. En fait, ils sont en train de creuser des canaux pour concurrencer le canal de Panama. Là. C'est ça qui se passe. Là. Au Pérou, il y a des ports, un méga port qui vient d'être ouvert. C'est propriété de la Chine. Donc, il y a une joute géopolitique et c'est ça. C'est le grand retour du pragmatisme. Et quoi qu'on pense de ce type-là, je pense pas que c'est l'avantage des Canadiens occidentaux que de laisser la Chine prendre le terrain sur le continent. Là. Donc, pour revenir justement à la force de la nature qui est Donald Trump et un peu le contraste que ça peut faire avec disons, la société québécoise, quelque chose sur lequel tu t'es prononcé cette semaine et qui a fait boule de neige, pour faire un jeu de mots. Un article encadrement des buts de neige, le Québec a sombré dans la folie. C'est un article d'opinion que tu as publié cette semaine sur Libremédia, libre-média.com, suite cette volonté du gouvernement du Québec qui est justement de légiférer en matière de jeux d'enfants. Alors, justement, qu'est-ce que tu vois dans cette tendance? On peut sans répéter ce qu'on vient de dire par rapport au détournement d'attention, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus, disons, superficiel au sens où on essaie de garder un peu le contrôle sur le réel et la seule chose sur laquelle finalement on a pouvoir exécutif, c'est finalement la cour d'école. C'est ça. Ben, il y a deux façons de le voir. D'abord, comme un genre de fait divers sur lequel on aurait mis trop de temps. Moi, je pense que c'est un symptôme, en fait, c'est un symptôme point. C'est-à-dire, malheureusement, cette apparence de fait divers révèle encore une fois l'état du Québec, là, c'est-à-dire son état mental. On est devant un toc collectif. C'est-à-dire, moi honnêtement, je suis inquiet pour la santé mentale des Québécois en général. Très sérieusement, là, une société qui en vient quand même à vouloir réglementer de la neige, c'est-à-dire une matière qui est fondante par définition, c'est vraiment spécial. Là. C'est-à-dire on traite d'une manière mouvante et fondante comme un immeuble de béton soumis au code du bâtiment. Là. C'est vraiment, il y a quelque chose ici de terrorisant d'une certaine façon. Donc, on est dans le contrôle social, on est dans cette prétention de la bureaucratie à vouloir, évidemment, faut tout encadrer, ce que j'appelle la réglomanie. Hein. Donc, la réglomanie, tout réglementer au nom de la santé, de la sécurité. Donc, oui, c'est vrai, c'est ce qui nous reste. En fait, c'est comme tu dis, c'est ce qui reste aux Québécois comme de contrôle sur leur propre petit monde, j'ai envie de dire. C'est un peu triste. Donc, c'est vrai, ils ne contrôlent pas leur destinée nationale, ne contrôlent pas l'immigration, ne contrôlent pas vraiment... ils contrôlent très peu de paramètres. Ils ne contrôlent pas l'économie, mais non plus que ça, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent même pas disons, la grille d'analyse par laquelle ils conçoivent le monde. Donc, leur conception du bien, leur conception du mal, ils n'ont même pas d'idée d'où cela peut venir. Et donc, ils finissent par finalement être des robots, c'est-à-dire des personnes qui ne font qu'être des courroies de transmission entre une espèce de moralité, une espèce de morale ou de vision et les événements, finalement. Mm-hmm. Donc, écoutez, c'est triste. Ça dit quelque chose encore là d'assez grave. C'est digne de la science-fiction. Ça dit, écoutez, lisez la liste à nouveau si vous voulez. Je ne vais pas énumérer toutes les règles parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo qui a quand même été pas mal vue. Mais ces règles-là sont surréalistes. C'est-à-dire, d'abord, on pense qu'on s'adresse à une station de ski. Là. C'est-à-dire une pente de remontée. C'est une cour d'école. Il y a une pente de remontée qu'on va construire. On parle-tu du Mont-Sainte-Anne? Je ne sais pas. On parle-tu du Mont-Tremblant? Non.
On parle de l'école L'Arbrisseau à Cap-Rouge. Là. Écoutez, là, vraiment, c'est vraiment fou, cette histoire-là. Donc, il fallait que j'intervienne là-dessus. Puis bon, les gens, pour minimiser, vont dire non, mais ce ne sont pas des règles, ce sont des consignes, et ce sont des recommandations. Donc, c'est à cause de l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec qu'on en est rendu là. Donc, c'est vrai qu'il y a des parents qui ont peut-être poursuivi l'école pour des blessures qui auraient été infligées à leur enfant sur les heures d'école, de cours. Là. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a un aspect la société assurantielle, c'est-à-dire tout assuré, mais ça dit quelque chose de plus, là, c'est-à-dire sur la mentalité. Et c'est celle de la COVID, on le sait. Là, c'est-à-dire, on sait que il y a des gens qui ont envie de suivre des flèches sur le plancher des magasins au Québec. Il y a des gens qui ont encore envie de faire ça. Et ça se traduit maintenant par ce genre de toc collectif que j'appelle. Il y a plein d'exemples. Écoutez, un registre des buttes de neige. C'est demandé, là. Puis quand même bien que la ministre de l'Éducation, Mme Lebel, a dit non, mais que c'est vraiment, on y va on laisse les gens faire preuve de bon jugement. Non. La liste de règles a été quand même transmise aux écoles, donc il s'est quand même passé quelque chose. Il y a vraiment des gens dans leur cubicule à Québec ou à Montréal qui ont écrit de telles choses sur leur ordinateur et qui ont été payés pour qui le en faire. ont discuté dans des réunions. Justement, par rapport un peu à ça, ce régime sanitaire, quelqu'un vient de démissionner de sa charge hier en fin d'après-midi, le ministre Christian Dubé, le ministre de la Santé, jusqu'à ce moment fatidique, démissionné. Donc, qu'est-ce que à froid comme ça là ou à chaud, quel est le legs de Christian Dubé sur le Québec? Pas grand-chose. Il aurait pu peut-être réussir à désacraliser le lobby médical. Il a lâché prise à la dernière minute. Peut-être qu'il y tenait, finalement, et qu'il sent l'échec. Peut-être qu'il y a eu des pressions sur lui, justement, pour ne pas aller au bout de sa volonté. Je ne le sais pas, mais évidemment, on va se rappeler des hot dogs. Ça, je peux vous le dire qu'on va s'en rappeler. Il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent sur les réseaux sociaux. Donc, les fameux hot dogs en face, évidemment, du Centre Bell. Là. Donc, on offre des hot dogs en échange d'un vaccin contre la COVID. C'est pas sa meilleure sortie, on s'entend, là. Donc, M. Dubé, c'est quoi? Ben, écoutez, on va se souvenir d'un gestionnaire qui a d'abord embrassé le régime sanitariste, qui a essayé à un extrémiste de soumettre un peu les médecins, qui avait fait un peu la loi durant la COVID. Je ne sais pas son legs. C'est le legs de la CAQ, c'est-à-dire le legs de Dubé, le legs de la CAQ. On me posait la question à Radio-VM hier, le legs de la CAQ, c'est quoi? Honnêtement, pas grand-chose. C'est vraiment juste l'inertie, finalement. Il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. C'est donc un peu un Québec qui, c'est ça, fait du surplace. Je pense que Christian Dubé, c'était du surplace, et la CAQ, c'est du surplace. Et comme on le sait en politique et souvent dans la vie en général, si on fait du surplace, finalement, on recule. Jérôme, bon, ben, on va te souhaiter une bonne nouvelle année, un peu d'avance, là, mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour Libre Média, dont un documentaire sur la révolution Milei, de Javier Milei en Argentine. Comment l'Argentine est peut-être, espérons-le pas, disons, ne l'espérons pas plutôt, un avant-goût de ce qui attend les Canadiens, parce qu'on peut penser que le peuple argentin est fait un peu plus fort que le peuple canadien, et si on se retrouve avec de l'inflation et une économie telle qu'ils l'ont vécu, c'est peut-être qu'on va vivre ça encore plus difficilement. Donc, mais quand même, on voit qu'il y a des similitudes assez prononcées entre le Canada et l'Argentine on pourrait dire kirchnerisme, c'est-à-dire cette volonté de la gauche de nationaliser à peu près tout ce qui bouge et toutes les crises qui s'en sont suivies. Donc, on est un peu dans la même dynamique. Et donc, on fait un voyage dans le temps vers les solutions et la révolution Milei. On a passé une semaine à Buenos Aires à rencontrer différents intervenants. Donc, c'est un documentaire qui va être disponible éventuellement. On n'a pas de date encore, on travaille fort, mais on peut penser à la fin du mois de janvier. Donc, en début d'année, nous pourrons vous proposer ce documentaire original, Libre Média, que vous pourrez voir, mais on va pouvoir s'en reparler d'ici là, chers auditeurs. Alors, très bien. Donc, à quoi on peut s'attendre, Jérôme, pour les vacances des articles? On va continuer à suivre l'actualité?
On va continuer, oui, il va continuer à avoir des articles, des entrevues aussi en format écrit. Donc, continuez à nous lire. Il y a toujours un bon roulement sur le site comme sur la chaîne YouTube. Donc, on ne prend pas de vacances comme telles, non. Très bien. Alors, Jérôme, joyeux Noël à toi et à toute ta famille. Pareillement, donc joyeux Noël à tous nos auditeurs. Bonne année. Et je vous souhaite de la santé, mais pas de la santé publique sous stéroïdes gouvernementaux. Santé, prospérité, bien sûr, la liberté. Très bien. À toi de même. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous rendre visite au libre-media.com et à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, joyeux Noël et bonne année 2026. Et on se donne rendez-vous en début janvier pour une nouvelle saison du Libre Podcast.